beaucoup, Faisal. Salam alaikum. Vous m'entendez bien, c'est bon? Vous arrivez à m'entendre correctement? Oui, très bien. Très bien. D'accord. Donc, salam alaikum tout le monde. Sahar Ramadankum, Ramadan Mubarak. والله يجعل إن شاء الله الأعمال تاعكم والعبادة تاعكم مقبولة عنده إن شاء الله. Donc, j'aimerais remercier tout d'abord les organisateurs de ce séminaire d'aujourd'hui pour m'avoir invité et pour pouvoir et de me donner l'occasion de présenter un thème que je considère intéressant aujourd'hui. Donc, je vais essayer de je n'arrive pas à partager cette fois-ci, je ne sais pas. L'animateur a désactivé le partage d'écran. C'est bon. Voilà. Ah, voilà, très bien. Est-ce que c'est bon? Oui, très bien. Ça marche. Super. Donc voilà, donc j'aimerais avoir cette opportunité pour présenter un thème qui est relativement nouveau à l'échelle mondiale, je pense. Bon, nouveau, c'est-à-dire que ça date environ de 10, 12 ans maintenant que les choses vraiment ont commencé disons, que les gens ont commencé à fouiner dans ce domaine-là et que les gens ont commencé à publier dans ce domaine-là. Je trouve que c'est un sujet assez intéressant parce qu'il répond et il apporte pas mal de solutions aux chimistes organiciens. Donc, c'est un thème sur le flow chemistry. Et là, j'ai ajouté aussi quand la technologie s'en mêle parce que je vais essayer d'être bref, concis dans ma présentation, mais je vais vous montrer que c'est des choses qui ont évolué avec le temps très, très rapidement. Et la technologie vraiment s'est avérée un point très fort à ce niveau-là. Donc, voilà. Donc, mon intérêt vis-à-vis du flow chemistry, c'est un intérêt qui existe peut-être depuis 2 ans, je ne sais pas, à peu près, quand je m'intéressais à l'hydroxychloroquine. Je ne sais pas si vous vous rappelez ou pas, mais en 2020, il y avait un appel de la DGRSDT très, très rapide pour tous ceux qui pouvaient synthétiser l'hydroxychloroquine. Et bon, moi, comme la collègue Zahera, au niveau de notre laboratoire, on avait soumis un projet qui a été validé et accepté par la DG pour synthétiser l'hydroxychloroquine. Alors, en faisant ma recherche, je suis tombé sur un certain nombre de choses, mais parmi ces choses-là, c'était une synthèse de l'hydroxychloroquine en utilisant la nouvelle approche qui est le flow synthesis ou là, le flow chemistry. Donc ça, c'est tout simplement un journal qui a été publié, enfin, pardon, une publication qui a été rapportée dans le journal Wellstein en 2018. Alors, un autre journal que j'avais lu bien avant cela, où j'avais pas vraiment d'intérêt particulier, c'était en 2014, où on montrait aussi un petit peu l'utilisation du flow chemistry pour pouvoir synthétiser des choses très, très rapides. Ce qui m'avait intrigué dans ce deuxième article, qui est ici à droite, d'accord, c'est tout simplement ce petit device ici, ce petit appareil qui fait fonction d'une ampoule à décompter. Aussi simple que cela. C'est vraiment un appareil très, très petit qu'on prend dans notre main, mais qui fait très, très bien disons la séparation liquide-liquide quand on fait une certaine réaction. Donc ça m'a vraiment épelé et ça m'a vraiment attiré mon attention sur ce genre de truc. Bon, par la suite, j'ai commencé à m'intéresser, à lire un petit peu plus profondément vis-à-vis de cette nouvelle approche technologique et j'ai trouvé des choses vraiment intéressantes. Alors, c'est quoi le flow chemistry pour commencer? Donc, je pourrais, disons, définir de manière très simplistique que c'est un mode continu en synthèse organique. C'est-à-dire c'est de la synthèse organique en mode continu. Et quand on dit en mode continu, ça veut dire tout simplement que quand la réaction est en train de se dérouler, d'un certain côté, on est en train automatiquement de mélanger les réactifs, mais d'un autre côté, et en même temps, globalement, on est en train d'extraire le produit final qui est en train de se faire.
Et donc, ce sont les deux choses qui sont en train de se faire en même temps. Le mélange des réactifs et l'extraction du produit final en même temps. L'inverse de cela, si vous voulez, traditionnellement, c'est ce qu'on appelle la synthèse conventionnelle, c'est ce qu'on appelle le batch synthesis. Et dans le batch synthesis, ça veut dire qu'on fait la chose dans un ballon, tout court. Mais dans un ballon, qu'est-ce qui se passe? On mélange les réactifs au départ, le produit se forme, mais tout reste dans le produit, dans le ballon, pardon. Tout reste dans le ballon. C'est-à-dire que le produit qui se forme, il sera là temporairement, il ne sera pas extrait. Et ça fait une différence de réactivité, ça fait une différence énorme vis-à-vis d'un certain nombre de choses que je vais vous montrer. Et alors, dans le flow chemistry, qu'est-ce qui se passe? C'est que dès que le produit est synthétisé, il est extrait automatiquement du milieu. Ça, c'est un aspect qui est extrêmement important. Et donc, c'est une approche qui est de plus en plus utilisée en pharmaceutique, en industrie pharmaceutique, pour la synthèse des intermédiaires pharmaceutiques assez important. Alors, quels sont les avantages de cette approche? Premièrement, c'est un contrôle très, très précis des paramètres clés de la réaction, tels que la chaleur, la pression, le transfert massique. Il y a l'amélioration du contrôle thermique aussi qui se fait. Il y a l'amélioration du contrôle cinétique qui se fait. Et donc, on maximise la conversion. Il y a une amélioration du rendement du processus global, ce qui évite largement des réactions secondaires. Et je vous montrerai un exemple assez clair dans quelques minutes. Il y a aussi, on peut très, très bien miniaturiser ce flow chemistry et donc on peut utiliser quelque chose de vraiment, on pourra faire de la microchimie, littéralement, en termes de microgrammes, en termes de même de nanogrammes si il le faut. Comme on peut aussi augmenter les quantités pour l'échelle industrielle, par exemple, et on peut utiliser des réacteurs assez grands, assez larges, de 50 litres, etc., où on utilise quand même le principe du flow synthesis. Comme autre avantage, il y a l'amélioration des mesures de sécurité, surtout lors de l'utilisation des réactifs dangereux ou des conditions dangereuses, parce que vous êtes en train d'extraire au fur et à mesure le produit, et donc avec le produit, vous êtes en train d'extraire des traces de réactifs dangereux s'ils y sont, vous êtes automatiquement en train de minimiser les risques, les hasards, comme on dit en anglais. Et finalement, vous êtes en train d'économiser en termes de réactifs, en termes de solvants et de temps. Ça, c'est clair. Voilà quelques avantages vis-à-vis de cette nouvelle approche technologique. Alors, c'est quoi les différences avec la synthèse conventionnelle, qu'on appelle couramment le batch synthesis en anglais? Premièrement, il y a la continuité des réactifs. Donc, ça, c'est une première différence. Donc, en mode flow, en mode continu, si vous voulez, les réactifs sont pompés en mode continu sous pression vers le réacteur. Ceci est contraire au mode conventionnel où on pèse la totalité des réactifs dès le départ en une seule étape et en une seule quantité qu'on met dans le ballon. Comme autre différence, il y a le contrôle du temps de la réaction. Le temps de réaction, est déterminé par le temps que les réactifs prennent pour se déplacer à travers la totalité du réacteur. Et quand je dis réacteur, je suis en train de parler du circuit. D'accord? Le réacteur, c'est équivalent au circuit ici. Tout dépend de la nature, mais globalement, on est en train de parler du circuit. Donc, cette période est appelée temps de résidence, ou en anglais, le residence time. C'est là où tout se fait. Donc, on peut contrôler donc, la vitesse de déplacement de ces réactifs dans le circuit. Il y a aussi le contrôle de la stéchiométrie. Donc, elle peut être contrôlée par des vitesses relatives de déplacement des réactifs dans ce circuit-là, dans ce réacteur. La concentration relative d'un réacteur par rapport à un autre peut être augmentée ou diminuée par simple augmentation ou diminution de vitesse de pompage. Parce que, comme j'avais dit auparavant, on introduit les réactifs par pression. Et donc, on est, si vous voulez, en train de les pomper. Donc, en contrôlant la pression de pompage, on arrive à augmenter ou contrôler la concentration d'un certain réactif vis-à-vis d'un autre. Il y a aussi le transfert de chaleur comme autre différence. Donc, dans ce mode flow, les réacteurs utilisés en courant continu, donc, ils présentent un transfert de chaleur excellent par rapport aux réacteurs conventionnels. Ceci est dû à la surface par volume qui est bien plus large par rapport aux réacteurs conventionnels. C'est-à-dire, d'une autre manière, si vous voulez que vous avez tout le liquide, vous avez toute la réaction qui est dans tout le circuit il est assez fin, donc il y a un meilleur transfert de chaleur. Si vous prenez en contrepartie en mode conventionnel un ballon,
Le transfert de chaleur se fait clairement et se fait efficacement à la paroi, là où il y a les molécules sont en train si vous voulez, d'avoir un contact avec la paroi du ballon. Mais par contre, le centre de votre solution, là, il y a moins de transfert de chaleur. Donc, vous n'avez pas une efficacité en termes de transfert. Pas autant, en tout cas, par rapport au mode flow. Il y a aussi le transfert de masse, c'est une autre différence. Donc, en mode continu, les réacteurs présentent des vitesses de transfert massif très élevées. Ceci est dû à la petite taille des réacteurs et un bien meilleur mélange. Il y a aussi le contrôle de quantité possible. Donc, vu le principe de base qui est en contrôle continu, on peut contrôler les quantités à produire en laissant le système fonctionner plus longtemps. Parce que c'est en mode continu, on peut, plus on ajoute de réactifs, plus la réaction, disons, se fait. Si on veut l'arrêter, on n'a qu'à arrêter, disons, l'introduction des réactifs. Mais on peut donc contrôler le temps de la réaction, on peut aller à 24 heures, on peut aller en continu pendant 48 heures et même plus si le fait. Donc, c'est quelque chose qui est tout à fait contrôlable. Et puis, il y a un contrôle précis de la réaction, bien sûr, d'accord, parce que tout est informatisé, ça permet un contrôle précis des paramètres les plus critiques, à savoir la stoichiométrie, le mélange, la température et le temps. Donc, tout ça, c'est très, très bien contrôlé. Les deux dernières différences que je mentionnais aujourd'hui, ce sont les contrôles de sécurité, bien sûr, parce qu'on est en train d'utiliser de toutes petites quantités à la fois, d'accord, un niveau assez, disons, assez considérable, l'aspect sécuritaire. Et dernier point, ce sont les réactions télescopiques. Ce qu'on appelle, c'est une terminologie qui est utilisée aujourd'hui dans ce domaine-là, le télescopage de ces réactions. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les intermédiaires n'ont pas besoin d'être isolés. Si vous avez, par exemple, une séquence de réactions, vous avez un premier intermédiaire qui est synthétisé et qui doit être remis en réaction pour une deuxième, disons, une deuxième étape. Ensuite, une deuxième étape, ça vous donne un deuxième intermédiaire pour une troisième étape, etc. Eh bien, en flow continu, vous n'avez pas besoin d'isoler ces intermédiaires. Ça se fait et ça va directement à la deuxième étape qui sera automatiquement rejetée en troisième étape, etc. C'est ce qu'on appelle le télescopage dans cette terminologie, dans ce domaine. Alors, quelques exemples d'applications et là où on a vu, disons, des aspects positifs disons, de cette nouvelle approche par rapport, donc si vous prenez un aldéhyde, ici, vous le faites réagir avec un nitrosobenzène, d'accord, en composé. En tout cas, cette section-là, elle est destinée à, et c'est d'ailleurs pourquoi ils utilisent un catalyseur. Donc, la réaction, elle est assez lente. Par contre, le produit obtenu, il réagit très, très rapidement et très, disons, de manière efficace avec ce réactif, le même réactif que le départ. Ça veut dire que, et la cinétique, elle est très rapide. Ça veut dire que dès que le produit se forme, à ce moment-là, il réagit de nouveau pour produire cet hydroxyaldéhyde et se composer ici, le deutérium ici. Donc, et ça, ce sont des produits qui sont non désirés, qui ne sont pas désirés par l'auteur. C'est en mode conventionnel qui n'arrivait pas à éviter cette deuxième réaction. Pourquoi? Parce que tout se faisait dans le ballon. Le produit final, dès qu'il se formait, il restait dans le ballon assez longtemps pour pouvoir réagir avec ce réactif. Maintenant, quand il a utilisé le mode en continu, comme je vous l'ai dit, dès que le produit se forme, il est automatiquement extrait du milieu de manière automatique. Et donc, à ce moment-là, l'extraction de ce produit, dès qu'il se formait, évitait cette réaction secondaire. Et donc, il est arrivé à obtenir le bon produit de manière très, très efficace avec un excellent rendement. Voilà un petit peu donc un exemple d'application de ce flow et son avantage par rapport au flow, à la méthode conventionnelle. Comme autre exemple d'application, c'est tout simplement la synthèse de ce composé-là qui est le 2,3,6-triméthylphénol, le 2,3,5-triméthylbenzoquinone, à partir du 2,3,6-triméthylphénol. Donc, tout se fait en un seul coup. Donc, vous ajoutez les réactifs en même temps à travers donc, des petits tubes, d'accord, qui sont des tubes en téflon. Donc, vous insérez votre truc. Ça passe dans une certaine loupe. C'est une loupe qui est très, très similaire à celle d'une HPLC. Tout le mélange se fait dedans à ce niveau-là, d'accord, à ce niveau-là. Et vous obtenez de manière très rapide et très efficace le produit final.
Un dernier exemple avant d'aller plus loin, c'est tout simplement la réaction disons, si vous voulez, de couplage, en utilisant du palladium. Donc, c'est des réactions de cumulation pour obtenir des esters directement. Donc, en utilisant du palladium. Alors, donc, tout se fait à travers ce petit loop ici. Donc, vous ajoutez un premier réactif ici, un deuxième réactif ici. Ça se mélange à ce niveau-là. Ça, ce sont des pressions, tout simplement. OK? Et vous ajoutez aussi votre palladium à partir de ce niveau-là. À partir de ce niveau-là. Donc, tout se mélange dans cette bobine-là, si vous voulez. Ça passe finalement par un filtre qui va supprimer finalement le palladium et vous extraire votre produit final de manière très efficace. Et à travers ça, les réactions sont très rapides et on obtient des rendements très, très appréciables. Voilà un petit peu pour le flow chemistry de manière classique. Alors, ça, c'est une des dernières publications que j'ai trouvées vis-à-vis de cela, où on utilise, disons, le flow chemistry de manière assez classique. Donc, ça, c'est une pompe à seringue, d'accord, où on introduit dans ce type de tuyau vers ce microréacteur ici. Donc, vous avez un contrôle de température. Et à travers ça, il y a une extraction vers le composé final qui se fait de manière automatique et très, très rapide. À travers ça, disons, les auteurs ont pu réaliser cette réaction. Donc, un petit peu l'activation de ce type de sucre. Alors, maintenant, quand la technologie, quand les gens, parce qu'il y a eu un intérêt assez considérable, surtout à partir de 2015, vis-à-vis de cette nouvelle technologie. Donc, beaucoup de recherches, beaucoup de sociétés se sont mis aussi à cela. À ma connaissance, aujourd'hui, il y a quelque chose comme 11 ou 12 sociétés à l'échelle internationale qui fabriquent des réacteurs pour flow chemistry. Donc, je vais montrer juste 2 ou 3 exemples aujourd'hui, mais vous avez l'opportunité de trouver ça sur Internet. Donc, ça, c'est un modèle qu'on appelle le FlowCat. Donc, tout se fait à l'intérieur de cette colonne ici et vous avez donc tout s'introduit ici, vous faites votre réaction à ce niveau-là. Donc, c'est ça réellement le réacteur. Et vous avez une injection par la suite où vous avez la sortie à ce niveau-là. Donc, et avec ce type d'appareil, pas mal de réactions ont pu être réalisées, des hydrogénations, des oxydations, des carbonilations, la recherche dans le biofuel, les synthèses de Fischer-Tropsch, etc. Voilà, ça c'est un modèle. Un autre modèle qui est très classique, enfin, pardon, qui est très populaire aujourd'hui, c'est un modèle VaporTech, d'accord, qui est ici. Donc, et ça, c'est quelque chose qui est beaucoup utilisé par beaucoup de laboratoires à l'échelle internationale, pardon, d'après ce que j'ai vu. Donc, j'aimerais partager avec vous une petite vidéo vis-à-vis de cet équipement-là. Ça prendra juste quelques minutes, donc soyez attentifs, s'il vous plaît. En anglais, j'espère que ça ne vous dérangera pas. Je ne sais pas si on doit avoir le son, parce qu'on n'a pas le son. Vous n'avez pas le son? Non. Mais ça maintenant? Et maintenant? Oui, Oustad, هذا وين؟ C'est bon. C'est bon, Oustad. Today we're going to be doing some loop decoupling using a supported palladium catalyst in a column. This is what we need to do to get it ready. So the first thing to do is to put the catalyst in the column. I'm going to weigh the column first so I know how much catalyst I'm using. Using a funnel, I can add the amount of catalyst that I want to use. And this is just a commercially available supported palladium catalyst. So now I've added the catalyst to the column.
I need to weigh it again to find out how much I need. The next important thing is to determine what the dead volume inside the catalyst is. The easiest way to do this is to flow solvent through, and then I can determine from the mass of solvent what the volume is. First thing I need to do is fit the plunger back into the top of the column. The easiest way to do this is to use the column lubricant that we supplied with the column. Once the plunger is in place, I can rotate the nut at the end to move the plunger to the correct position. Now my column's packed, I need to weigh it before and after I fill up the solvent so I can work out what the volume inside. So now I've weighed my column, I need to put it inside the heat exchanger and onto the system so that I can flow the solvent through. I now need to attach the tubing so that I can flow through. For displacing gas, we always recommend coming in from the bottom of the column. Before I can fill the column with solvent, I need to put the solvent on the system. Pumps. Using Flow Commander, I can set the flow rate that I want in order to fill the column up with the solvent so that I can determine my volume. My column is now full of solvent. I'm operating with an 8-bar back pressure regulator, and my system pressure is slightly higher than that because the column is generating some pressure of its own. I now need to tighten the plunger onto the column to make sure that I don't have any extra gaps. Now I'm happy that the column is full of solvent and I've got rid of any extra air bubbles. Now I need to stop pumping and reweigh my column to find out what that volume is inside the system. So now I know the mass of the column with the solvent inside, I can work out what the volume must be using the density of the solvent flow. Now I know the dead volume inside the column, I can put it back on the system and get ready to run the reaction. Now the column is back on the system and I need to add the other system solvent, which are going to combine together in the preheater. Now I'm ready to load my reagents onto the reactor. I'm using sample loops today. This is how you load them. Before I load the loops, I need to make sure that they are in the load position. So before I load the loop, I want to make sure that it's empty so I don't get mixed with anything else. To do that, I'm just going to use a syringe, push some air into the loop to displace anything that might be in there. I'm using 2 milliliter loops today. To load the loop, I need to draw slightly more than that into the syringe, and then I can manually inject into the loop now that I'm happy that it's empty. I load the other loop in exactly the same way. Now my reactor's ready, I can use Flow Commander to program my experiment. This page allows me to create an electronic record of the work that I'm doing. On this page, I tell the system what I'm using. I've already loaded my loops manually. On this page, I can specify the system pressure limit, whether or not I'm using any kind of detection, and how I would like to collect my product. Now I can program the reaction. Flow Commander is able to collect my reaction product, so I'm going to put a vial under the collection valve. Before I run the reaction, I'm going to run with some solvent for a few moments, just to make sure I get rid of any extra air that may have got in while I was opening the closing thing. So now the system's full of solvent, I'm going to start the experiment and let Flow Commander take over. I can change the view to have a look at the reaction as it's running. If you want to scale a reaction up, instead of using the sample loops, you can pump directly from the reagent bottle. I'll show you how to put one. First, I need to put the reagents onto the reagent bottles. Now I need to prime the pumps so that they have the reagents on as well. To do that, there's a slightly different order than with solvents alone. Still using a syringe to prime the pumps, but now I need to make sure that the switching valves are in the reagent position. Now I need to open the priming valve about 1 full turn, draw through about 2 milliliters of the reagent, and then I need to switch the valve to the solvent position, draw through another 2 milliliters of the solvent this time. To prime the other pump is exactly the same. Voilà. Donc, ça, c'était une petite disons, présentation démonstrative de cet appareil. Donc, comme vous avez vu, c'est en flow. Ça veut dire qu'on ajoute les réactifs, on ajoute les solvants, mais en même temps,
il y a l'extraction du produit qui se fait, c'est-à-dire on n'attend pas à ce que la vexe soit totale pour pouvoir extraire le produit. Pardon. Alors, un autre système beaucoup plus efficace, beaucoup plus développé, toujours de Vapotech, la société Vapotech, c'est celui-là qui fait de flow chemistry et en même temps de la chimie combinatoire. Donc, ça, c'est beaucoup plus développé que le système qu'on avait vu. Et finalement, il y a, ce que j'aimerais vous montrer aussi, c'est le système Cirrus, aussi une société anglaise, tout comme Vapotech, qui produit ce genre de truc. Donc, vous avez le Cirrus microréacteur. Donc, ça, c'est un microréacteur qui fait les réactions vraiment à l'échelle du microgramme. D'accord? Et quand vous avez les flow-réacteurs ici qui font l'échelle à l'échelle du gramme, et c'est assez intéressant. Donc, là aussi, c'est une petite vidéo démonstrative de terminer. Asia is an award-winning range of advanced flow chemistry products from Cirrus. The innovative systems enable chemists to perform faster, safer, and cleaner reactions than traditional batch processes. Asia offers maximum chemical resistance with an extensive range of temperatures, pressures, and reaction times on scales from milligram to kilogram. It enables the widest diversity of chemical reactions over a wide range of applications. Designed by chemists for chemists, the proprietary technology allows a variety of flow chemistry modules to create a wide range of systems. Every system includes the sophisticated Asia syringe pump, the only pump designed specifically for flow chemistry. Each system enables a choice of reactor styles and reactor materials. The Asia 110 system, for example, is ideal for beginners with modest budgets who demand the highest quality. The Asia 330 is ideal for experts who demand the utmost functionality and full automation via PC software. It integrates synthesis, workup via flow liquid-liquid extraction or solid phase scavengers, and for analysis, samples can be automatically diluted and injected into an LCMS or UPLC. Asia is designed and manufactured by Cirrus, the world's longest established provider of lab-scale flow chemistry systems. Cirrus's network of offices in the UK, USA, Japan, India. Voilà. Donc, ça, c'est une petite vidéo démonstrative des appareils de Cirrus. Alors, avec ça, je pense que j'ai fini ma présentation et j'espère vous avoir intéressé par cette nouvelle approche technologique. Il y a beaucoup de choses qui sont en train de se faire aujourd'hui. Il y a beaucoup de réactions qui sont en train d'être réinventées, si vous voulez, en utilisant le flow chemistry. Donc, ça, c'est juste quelques références pour information, si vous êtes curieux. Et merci encore une fois pour votre attention. Voilà. Je vous rends la parole. Merci beaucoup, M. Ziani. Donc, nous avons 3 questions en attente. Alors, ouais. La première est de M. Haushin Arslan. Bon, il a écrit une petite question. Et lorsqu'on a un mélange, comment il peut détecter ou savoir le produit désiré en cas de mélange? Alors là, c'est tout à fait, c'est une très, très bonne question. En fait, ils ont, comment dire, la technologie, elle est là parce qu'il y a des systèmes ultra, surtout pour les appareils, les réacteurs, comme je les ai montrés. Je ne parle pas des réactifs, des méthodes classiques traditionnelles, les tout premiers temps où on faisait disons, le flow chemistry. Mais aujourd'hui, avec ces réacteurs, ils ont aussi de l'ultraviolet, des détecteurs ultraviolets qui sont en train de fonctionner automatiquement. Donc, ils savent où est-ce que un petit peu les réactifs sont en train d'aller et donc ils arrivent à séparer de manière globale le réactif fini par rapport disons, au produit final. Ils arrivent à faire ça. Bon, c'est clair qu'on n'arrive pas disons, à séparer la totalité du réactif par rapport au réactif, par rapport au produit final. Ce n'est jamais le cas. Mais on arrive à séparer quand même les deux à une certaine quantité considérable, je dirais comme ça. Ça, c'est basé sur l'ultraviolet. J'espère avoir répondu à votre question. Est-ce qu'on peut donner éventuellement la parole aux gens qui veulent poser des questions? Bon, s'ils sont équipés de micros pour avoir une interaction avec l'auditoire.
Donc, je ne sais pas si M. Hawshin veut intervenir ou si la réponse le satisfait. Madame Soumia Bedran qui Oui, a posé une Soumia. question. Je ne sais pas si elle a un micro. Sinon, on transmettra sa question directement. On va transmettre la question. Donc, elle a écrit: ce réacteur continu est-il réservé au mélange réactionnel liquide ou peut également être utilisé pour les mélanges réactionnels hétérogènes, c'est-à-dire solide liquide? J'ai pas très bien saisi. Est-ce que vous parlez de mélange hétérogène, c'est ce que vous avez dit? Mélange hétérogène? Mélange réactionnel hétérogène solide liquide. Hétérogène. Oui, tout à fait, tout à fait. Ça se fait aussi. Ça se fait aussi. Les mélanges hétérogènes, ça se fait. D'accord? Bon, je ne vous ai pas présenté la totalité, mais effectivement, il y a pas mal de réactions qui ont été faites en mélange hétérogène et ça se fait très, très bien aussi. Il faut juste savoir utiliser le bon matériel, mais ça se fait. Très bien. Une troisième question toujours de Madame Wizi Marwa. Donc, elle dit bonjour. Alors, quand peut-on faire un flow synthesis? Une flow synthesis. Quand peut-on faire? Oui. Ben, écoutez, je suis disons, novice aussi dans ce domaine-là, c'est-à-dire je ne pourrais pas vraiment vous dire mon expérience. Mais d'après les lectures que j'ai, les gens sont en train de faire pour deux raisons. La première raison, c'est pour éviter les produits secondaires quand ils arrivent à obtenir pas mal de produits secondaires lors de la synthèse conventionnelle. Donc, ils sont en train de reconsidérer la synthèse en utilisant le flow chemistry. Donc, ça, c'est la première raison où le premier moment où on fait le flow chemistry. La deuxième, c'est pour une question d'efficacité disons, de transfert énergétique. Parce qu'on contrôle mieux, comme j'avais dit, le transfert énergétique, le transfert de chaleur, et ce qui fait que les rendements sont souvent meilleurs. Donc, on a vu pas mal de cas où on a fait la réaction, ça marche bien en méthode conventionnelle, mais quand on a fait aussi une étude en parallèle du flow synthesis, ça a donné de meilleurs rendements. Ça, ce sont les conclusions auxquelles je suis arrivé d'après les lectures. Alors, je vous le dis en toute honnêteté, ce n'est pas quelque chose que j'ai utilisé personnellement. Je n'ai pas d'expérience pratique avec ça, c'est juste de la lecture, ce que je vous ai présenté aujourd'hui. J'espère avoir répondu quand même à votre question. Il y a aussi quelques questions sur la plateforme Facebook. Bon, je ne sais pas si c'est une question. Bon, je la pose quand même. Monsieur Hicham, en fait, vous remercie pour votre présentation. Il vous dit, est-ce qu'il y a un représentant de la marque Syris en Algérie? Pas à ma connaissance, non. J'ai déjà cherché, pas à ma connaissance. Ce serait peut-être intéressant pour que quelqu'un devienne représentant. Mais je sais que les deux sociétés anglaises avec qui j'ai eu des contacts, ils n'ont pas de représentants en Algérie, ni en Afrique du Nord d'ailleurs. Ni en Afrique du Nord. Ils ont des représentants directement d'Angleterre. D'accord. Il y a aussi une question de Nad Midou. Est-ce que ce genre de réacteur est fiable pour les expériences d'absorption? Bon, je vais le dire en arabe. Les publications, shkrohem. Je vous le dis en toute honnêteté. D'après mes lectures, ça a été hautement valorisé à travers les publications. Ça veut dire que oui, c'est fiable. Et je peux partager avec vous d'autres littératures par la suite. Je vais vous montrer qu'il y a eu même le développement aujourd'hui de macro-réacteurs. Je dis de macro-réacteurs jusqu'à l'ordre de 50 litres à la fois, 50 kilogrammes à la fois. Ça avait commencé avec la microchimie. Aujourd'hui, c'est à l'échelle de la macrochimie. Et je pense que c'est assez fiable parce qu'il y a pas mal d'industries pharmaceutiques à l'échelle internationale qui sont en train d'utiliser ce nouveau processus. C'est fini pour eux, les anciens processus, le batch chemistry, où ça prenait beaucoup d'espace, etc. Aujourd'hui, ils sont tous en train de se reverser vers ce nouveau type parce qu'il y a une économie d'espace, il y a une économie d'argent. Donc, c'est très, très viable d'après l'intérêt que je vois. Merci pour vos réponses. En fait, j'invite les gens qui ont peut-être éventuellement d'autres réponses ou là qui veulent avoir un peu plus de précision
de partager leurs coordonnées, soit sur le chat de Facebook ou là, sur la plateforme Zoom. On se chargera de vous transmettre éventuellement pour que vous puissiez peut-être correspondre avec eux s'ils veulent avoir un peu plus de... Marhaba, marhaba, il n'y a absolument aucun problème. Marhaba, marhaba. D'accord, il n'y a pas de souci. Merci beaucoup. Notamment Nadmidou et Nawel Outili qui ont apparemment plusieurs questions. Ça sera peut-être plus... Il n'y a aucun problème. Voilà. Il n'y a Plus absolument aucun intéressant problème. d'échanger directement avec. Oui, il y a une dernière question de Nawal Outili. Bon, elle demande est-ce que vous faites la conception des micro-réacteurs par impression 3D et si oui, vous contactez. Non, je ne fais pas ça. Non, je pense que j'ai déjà répondu. Oui. Ça, c'est un intérêt que je porte depuis très peu. Je ne suis pas encore au niveau de la conception ni de l'utilisation pratique. Je ne suis pas encore à ce niveau-là. D'accord? Mais c'est un thème que j'ai trouvé assez intéressant et je voulais le partager avec l'auditoire, c'est tout. D'accord? Mais je n'ai pas encore J'espère bien pouvoir le faire, Inch'Allah, un de ces jours et assez proche. Inch'Allah, bon, bien, conditionnant bien sûr des budgets. Voilà. Mais je n'ai pas encore d'expérience à ce niveau-là. Faisal, Oui, merci beaucoup. Oui. Faisal, il y a une question intéressante à Madame Bedran Soumia. Ça y est, on l'a posé. On l'a Ah bon? posé. Oui. Ah, j'étais ailleurs. Voilà. C'est bon. Et d'accord. Merci beaucoup, M. Ziani. Je pense qu'on passe qu'on a le tour des tours des questions. On a fait le tour. questions. Marhaba, en tout cas, pour toute question éventuelle dans la Voilà, donc l'assistance peut nous contacter via sur Facebook ou les coordonnées que ce soit du LCSCO ou du CRAPC. Donc,